J'aurais pas eu d'enfant. Je voulais pas d'enfant. Je viens d'une famille un peu dysfonctionnelle. Et puis, à une époque où il n'y avait pas de service de garde, où il n'y avait pas de congé de maternité, j'avais pas du tout envie d'avoir des enfants qui me tiendraient à la maison. J'avais envie de voyager, de voir le monde, de comprendre. J'aurais pas eu d'enfant si j'avais pas rencontré les Inuits et que j'avais pas vu l'amour qu'ils portent aux enfants. À voix haute. À voix À haute. voix haute. Un balado animé par Pascal Lépine et produit par Atypique. Épisode 4, Anne Panasouk. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec une journaliste, une ancienne journaliste, mais pour moi, elle est toujours journaliste, Anne Panasouk, que j'admire depuis longtemps. J'ai eu la chance, depuis que je suis tout petit, de suivre ses histoires de SNC-Lavalin jusqu'au CUSUM. Elle a voyagé partout, en Amazonie. J'ai toujours suivi ses reportages. C'est une femme extraordinaire. Elle va pouvoir nous parler, entre autres, des pensionnats autochtones, de la recherche des enfants qui sont disparus. Puis aussi, elle va nous partager plusieurs choses sur sa vie personnelle. Puis ça m'a vraiment, vraiment touché et je crois que vous allez vraiment beaucoup apprécier. Alors, bonjour Anne, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Toi? Oui, super bien. Dans quel état d'esprit je te retrouve, en fait? Bien, parce que ça fait 3 jours que je suis tranquille chez moi. Je me couche tôt. J'ai été faire du ski de fond 2 fois. Alors, aujourd'hui, ça va bien. Alors, je me suis reposée au lieu de courir partout, là, comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est rare que tu te reposes, donc. Hélas, oui. J'aimerais ça être un petit peu plus sereine et un peu plus calme. C'est pas ma personnalité. En fait, j'ai l'impression qu'une bonne semaine, c'est quand j'ai pu faire avancer les choses, que j'ai travaillé. Je pense que je dois remettre aux gens. J'ai cette préoccupation-là de remettre aux gens, de m'occuper des gens. Et puis, je suis un peu obligée de le faire parce que je suis l'aidante de ma mère, puis que j'ai beaucoup de petits-enfants. Alors, je suis occupée. Et puis, c'est quelque chose qui nous unit d'une certaine manière, parce que moi, j'ai ce sentiment-là. Moi, je sais d'où il vient. Toi, ça vient d'où cette envie de redonner, d'aider les autres? Puis on le voit dans tout le travail dans ta carrière de journaliste. Bon, à la base, tu es anthropologue, donc tu t'intéresses à l'être humain. Mais est-ce que ça vient vraiment plus dans tes études ou c'est plus dans la famille? Ou... Non, je pense que c'est très profond. C'est très profond, Pascal. Je pense que c'est parce que d'abord, je suis une femme qui est née dans les années 50, ce qui est quand même différent d'aujourd'hui, et que dans une famille où mon père considérait que les femmes, on ne valait pas autant que les hommes, que les garçons de la famille. Alors, c'était l'obligation de démontrer qu'on doit exister, qu'on peut exister. Qu'on peut exister, évidemment, pour nos valeurs intrinsèques, mais aussi parce qu'on remet aux gens, parce qu'on devient indispensable lorsqu'on aide. Oui. C'est terrible, hein? Ça veut dire que c'est même pas une qualité, ça devient un défaut. Ben, des fois, je me dis oui. Puis ben, moi, avant, j'avais beaucoup de difficultés à vivre avec le fait que ça me fait tellement du bien, puis je trouvais ça égoïste aussi. Parce que pour moi, c'est le sens à ma vie. S'il n'y a pas ça, je ne sais pas pourquoi je serais ici. Et j'ai c'est aussi, une question de sens. oui, et j'ai aussi le modèle de ma mère. Ma mère, qui est infirmière, est d'une extrême générosité. Elle a aidé beaucoup de gens dans la vie. Des gens qu'elle connaissait, mais des gens aussi inconnus qu'elle traitait à l'hôpital. Elle emmenait des enfants de l'hôpital à la maison, des enfants qui recevaient peu de visites. Elle les emmenait pour manger un bon hamburger parce qu'ils ne pouvaient pas manger ça à l'hôpital. Tu sais. Alors, ma mère était aussi un modèle de générosité. Puis là, ben, c'est toi qui t'occupe, tu disais ça, Oui, de ta elle a maman. presque 94 ans. Maman, elle est autonome, elle a besoin de sa fille. Et comme je suis sa seule fille, voilà. Ça t'occupe. À part ça, qu'est-ce qui t'occupe? Tu dis, tu as toujours besoin de faire des choses. Qu'est-ce qui t'occupe là, depuis les dernières semaines, les derniers mois? Là, sur quoi tu planches surtout? Est-ce que tu parles de travail? Ben, tout. On parle de tout ici. Oui. Ta vie personnelle. Écoute, vie personnelle, travail, ce que tu veux. Nous, ici, là... Je vais commencer par quelque chose de très personnel. OK. L'an dernier, je me suis fracturé la cheville. Double fracture, plaque, vis et tout, et je n'ai pas pu faire de ski. Ni de ski de fond, ni de ski alpin. Et j'ai toujours dit au médecin, si je ne peux pas faire de ski dans ma vie, donnez-moi tout de suite des antidépresseurs parce que c'est certain que je vais sombrer dans la dépression. Et là, j'ai une rage. Là. Je veux faire du ski. Alors, j'ai fait du ski alpin en décembre parce qu'il y a eu de la neige. Mais là, avec la pluie qu'on a dans le sud du Québec, c'est terrible pour le ski de fond. Alors, j'essaie d'aller faire du ski de fond dès que c'est possible, d'aller faire du ski. Ça, c'est très personnel parce que c'est une question de santé mentale, physique, mais aussi mentale. Ski de fond, d'être dans le bois seul, d'entendre que les oiseaux, puis le glissement de mes skis, là, c'est pour moi, là, c'est bénéfique.
Ce qui m'occupe depuis que mon mandat de conseillère auprès du gouvernement, auprès du ministre Yann Lafrenière, le ministre aux Relations avec les Premières Nations et les Inuits, est terminé. J'ai passé 2 ans à travailler avec lui, à le conseiller sur l'application d'une loi dont on pourra reparler, mais qui permet de retracer des enfants qui ont disparu dans les hôpitaux au Québec. Alors ça, c'est terminé, mais l'association ou l'organisation à Washak, qui veut dire Petits êtres de lumière en Atikamekw, m'a dit, oh non, non, on a encore besoin de toi. Est-ce que tu pourrais te joindre à nous? Alors j'ai dit oui, mais à temps partiel. À temps partiel, les heures que je veux, quand je veux. Puis ils m'ont dit oui, oui, oui. Alors là, je travaille avec eux. Donc, je fais partie de l'équipe dans Washak. Je travaille avec elle pour mettre sur pied un site web, pour chercher du financement, une bannière, continuer à faire des relations auprès des Cris, des Inuits, parce qu'on a beaucoup travaillé auprès des nations dont la seconde langue est le français jusqu'à présent, mais pas encore avec les Cris, les Inuits dont la seconde langue est l'anglais. Et comme je suis bilingue, c'était plus facile pour eux que je fasse des démarchages. Tu sais, moi, je dois, avec eux, respecter le rythme et la façon de faire. Et il m'avait dit, il faut commencer, si on respecte la roue de la médecine, tu vas dire, Oui. c'est quoi cette affaire-là? Mais si on respecte la roue de la médecine, on doit commencer par travailler avec les gens de la porte de l'Est. Et je leur dis, ça fait sens pour moi, parce que la porte de l'Est, ce sont les Inuits qui sont sur la basse Côte-Nord. Pakwashipi, Unamenchipu, Nutashkwan et Kwanichit. Et c'est avec eux que j'ai commencé à découvrir, c'est grâce à eux, en fait, que j'ai commencé à découvrir qu'on avait perdu des enfants qu'on avait envoyés seuls, sans les parents, dans les hôpitaux, et que les parents n'avaient plus de traces d'eux, ne savaient pas ce qui est arrivé. Est-ce qu'ils ont été adoptés? Est-ce qu'ils sont décédés? Si oui, de quoi? Ils sont enterrés où? Alors, moi, ça avait commencé avec Pakwashipi, la dernière communauté à l'Est. Alors, on a commencé donc par l'Est, puis on a ensuite déboulé toutes les communautés Innu. On était vers le nord à Matimekosh, près de Shefferville, Kawawashikamak avec les Naskapi, ensuite les Atikamekw, les 3 communautés Atikamekw. On est chez les Anishinaabe actuellement. Et donc, c'est la roue de la médecine, commencer par la porte de l'Est. Alors, je respecte ça. Et il faut que je respecte le rythme aussi. Oui, parce que souvent, c'est un des trucs, une des choses qui est plus frappante, c'est le rythme qui est très différent. Puis je trouvais ça drôle quand tu as dit aussi, je vais travailler à mon rythme avec vous. Oui. Ce qui devait être bien correct aussi, parce qu'ils ont dû se dire, c'est correct, on n'a pas de. C'est pas. En fait, je pense qu'ils ont beaucoup ri de moi, Pascal, parce que j'ai un défaut, je suis impatiente. Alors, je veux que les choses aillent vite. D'ailleurs, ça va trop vite. Des fois, j'ai fait dernièrement, là, j'ai délité des messages courriels par centaines parce que je vais déliter ce que je pensais qui était annotation. Puis en fait, c'était des courriels que je voulais garder. Je vais trop vite. Puis il me le dit souvent. Tu vas trop vite, prends le temps. T'sais. Alors là, quand je veux travailler à mon rythme, on dit, mais c'est quoi exactement le rythme que tu veux? Mais je leur ai dit, c'est parce qu'il faut vraiment que je travaille un petit peu moins parce que j'ai des obligations familiales, puis j'ai des soucis de santé. Alors, il faut que je travaille un petit peu moins. Il faut que je travaille un petit peu moins. T'as entendu ça? Il faut. Mais il y a des semaines où je travaille beaucoup, puis des semaines où je travaille moins, puis ils respectent ça. Puis, tu parlais justement de tes petits ennuis de santé. Ça te permet quand même de faire du sport, tu continues à faire... ça n'a pas eu... Puis de travailler, tu t'arrives à passer à travers tout ça quand même de manière... Lorsque j'ai eu ma cheville cassée, puis qu'on m'a découvert un cancer du sein, j'étais conseillère auprès du ministre. Et je lui avais dit, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, je peux donner ma démission si vous voulez. Puis il m'avait dit, non, continue, on verra comment tu vas aller avec les traitements et tout. Et dans le fond, ça me tenait debout. D'avoir cette occupation-là, cette préoccupation-là, me permettait d'outrepasser la colère que j'avais, puis les difficultés de santé que j'avais avec ce cancer du sein, qui malheureusement frappe bien des femmes, comme tu le sais, là, Pascal. Alors, ça me permettait d'avoir autre chose à faire dans la vie. Là. Je ne pouvais pas me lever le matin juste en pleurant sur mon sort. Il fallait que je me lève pour faire des choses. Alors, c'était extrêmement bénéfique, dans le fond, parce que je ne pouvais pas aller faire du ski, puis je ne pouvais pas aller faire du vélo, puis je ne pouvais pas aller à la natation. Qu'est-ce que tu veux? J'avais des traitements, une opération, des traitements, puis ça a été compliqué parce que j'ai été infectée, hospitalisée, puis attrapé la COVID, faire une pneumonie, tu sais. Puis, t'as eu la totale. La totale, alors que moi, je ne l'ai pas vu venir. Il n'y a pas de cas dans ma famille. Il n'y a vraiment aucun cas. Et c'est la mammographie qui a déterminé ça, sauf que ça a été long parce qu'on était en période de pandémie de la COVID. Alors, tout était long. Alors, il faut que les femmes passent la mammographie. C'est extrêmement important. Extrêmement important. C'est important. Puis moi, ma maman a eu le cancer du sein il y a
peut-être 15 ans, elle est en rémission. Mais on a passé à travers tout ça. Puis elle, c'était une petite bosse qu'elle sentait, mais elle n'aimait pas ça, aller faire la mammographie. Ça faisait mal. Puis Ouais. Non, c'était- c'est pas agréable. c'est pas agréable, C'est on pas se le dit, agréable. là. Ouais, C'est pas agréable. J'ai eu une petite bosse, genre, j'ai dû en passer une. Ah oui? Je savais pas qu'un homme... non. Ben là, je Ouais. me dis, il me semble que Ouais, comment ouais. ils vont faire? Ah ouais. Oh my God, là, j'ai dit, OK, ça, je comprends. Tu Disons que comprends. moi, tout était correct. C'était juste une petite... je sais pas Ouais. c'était quoi, là. C'était pas important, mais ils ont eu, Ouais. à cause de ma maman, ça l'arrive aussi. Ils voulaient absolument Oui, que je fasse le oui, test. les hommes peuvent avoir un cancer ça du sein, existe aussi. effectivement. Puis Ouais. ce que je trouve intéressant, c'est que pour ma mère, en tout cas, ça lui a donné une nouvelle vision de la vie, Ouais. une nouvelle, je pense, de tous les petits moments, chérir plus, d'être plus, beaucoup de reconnaissance. Puis ça a été quand on peut s'en sortir, quand on passe au travers, ça peut être une expérience qui est belle. Nous, on s'est beaucoup rapprochés, la famille, à partir de Ah ce oui, moment-là. hein? Donc, ça a été un moment qui était triste, mais en même temps aussi un beau moment où on a Ouais. vécu. Là, Je ne suis pas encore assez sereine par rapport à ça, mais c'est certain, je suis contente de me lever le matin et d'être vivante. Là. non, mais c'est vrai, là, mais je ne suis pas encore assez sereine. Là, il va falloir que j'apprenne ça un petit peu, parce que je suis encore un peu dans la colère de tout ça. Mais ce que ça a changé, par contre, c'est que moi, je me sentais indestructible. Tu sais, j'ai beaucoup d'énergie. Non, mais tu sais, naturellement, ouais, je pense je que tu sais, comprends. ma personnalité, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis capable de travailler fort. J'étais en santé. Tu sais, j'ai aucun autre problème de santé. Là. Tu sais, j'ai pas de- Ben ouais. je fais pas de diabète, j'ai pas d'hypertension. Tu sais, j'ai rien. Là. Puis je me suis toujours bien alimentée. J'ai jamais fumé de ma vie. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Alors, je me sentais quand même un peu indestructible. Et là, ça me rappelle que non, l'âge me rattrape et que la maladie peut frapper en tout temps. Et ça me rend encore plus empathique envers les gens qui ont des problèmes, des soucis de santé, peu importe le souci, là, mais qui sont au ralenti ou qui ont des effets secondaires, tu sais, la médication, parce que moi, j'ai des effets secondaires. Alors, ça me rend plus antipathique. Ça me rend plus empathique envers les gens, oui. Puis moi, l'empathie, c'est comme le courage et l'empathie, quand je pense à toi, c'est les deux premières choses qui me viennent. Puis moi, des fois, moi, je suis très brave, là, tu sais, j'ai pas peur de grand-chose, mais des fois, j'aurais pas eu le courage d'aller où t'es allé. Dans certains... Ben, par exemple, SNC-Lavalin, ça t'a amené dans des coins. Et là, je te voyais, c'est à la prison en Libye, ou je me trompe pas, c'est en Libye. Et là, je me disais, mais comment elle a fait pour avoir le courage de rentrer là? Puis tu pouvais pas être certaine que tu serais pas kidnappée, là, au minimum, mettons, là, tu sais. Mais comment on fait? Moi, et l'empathie d'aider les autres. Fait que là, faut que tu m'aides à comprendre là, d'où vient ce courage-là. Puis là, que tu puisses être plus empathique, là, je sais pas si ça se peut. Mais bon, là, je suis content pour toi, mais déjà, je trouve que t'es un modèle d'empathie. Mais mettons, si on commence sur le côté du courage, là, comment on fait pour les moments difficiles? Parce qu'il y en a-tu d'autres aussi? Moi, c'est celui-là qui me vient en tête. Peut-être en Colombie aussi, je pense. Que Ah non, enfin, on dirait qu'il y en a eu tellement de moments où... Non, beaucoup. J'ai du front tout le tour de la tête. mais je crois vraiment que je suis née comme ça. Je pense que c'est vraiment dans la personnalité profonde, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent, même parmi mes collègues journalistes, oui, mais comment ça se fait que tu as osé aller voir telle personne ou faire telle chose? Puis, je suis curieuse. Je veux justement aller dans ces coins de pays ou rencontrer des gens qu'on ne va jamais voir, justement, par curiosité, vraiment personnelle, intellectuelle. Et je me sentais physiquement un peu indestructible. Alors, je me disais, pourquoi ne pas aller de l'avant? Mais c'est une grande curiosité. Mais c'est vraiment un trait de caractère. Là, mais des moments difficiles, c'est sûr. En Libye, on prend des risques, bien sûr, quand on fait ce type de reportage-là, qu'on va dans des pays dangereux, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit en Libye, que ce soit en Colombie, sur les fleuves d'Amazonie. Et on essaie évidemment de vérifier les choses. Par exemple, en Libye, on avait envoyé quand même un émissaire pour voir est-ce que vraiment on serait bienvenu ou on serait kidnappé. Est-ce qu'ils attendaient les Canadiens juste pour les kidnapper puis demander? Mais évidemment, on essaie et on prend des risques. C'est entendu qu'on prend des risques. Mais on essaie de les calculer quand même. J'ai pris des risques importants au Pérou dans le temps du Sentier lumineux. Peut-être que les gens ne se souviennent pas trop du Sentier lumineux ici, mais c'était un groupe terroriste qui voulait éradiquer le capitalisme pour bâtir une société nouvelle sur les cendres. Et nous, moi, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur à ce moment-là parce qu'ils avaient trouvé, à un moment donné, on avait trouvé un papier. Ils attendaient les Canadiens, justement, mais pas pour nous kidnapper, pour nous tuer.
Et Et ça, c'est vers quelle année environ? dans les là? années 90. 90, 90. Et oui, 90. Et on s'est rendu donc dans d'autres villages au Pérou. On voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec les Autochtones qui fuyaient l'intérieur du pays, justement à cause du Sentier lumineux et qui se retrouvaient sur la côte, mais dans des bidonvilles. Donc, il fallait quand même parler du Sentier lumineux. Et je me vois aller dans des villages, je cherchais une vidéo, je cherchais quelqu'un, puis j'allais d'une maison à l'autre, puis d'une maison à l'autre, d'une maison à l'autre. Puis là, je me disais, il m'envoyait toujours plus loin. Je disais, ça y est, je suis faite. Et non, ben, finalement, ça s'est bien passé. Mais nos deux collaborateurs, interprètes, et un alpaqueros qui nous accompagnait, ont été tués par le Sentier lumineux. À partir du moment où on a quitté le pays, ils ont arrêté la Jeep dans laquelle on avait voyagé et ils ont tué le chauffeur et ces personnes-là. Parce que le Sentier lumineux, c'était provoquer la terreur, provoquer la peur pour que les paysans ne deviennent pas capitalistes, un peu ridicule, là. Ouais. Mais c'était le modus vivendi, là. Le modus operandi, là. On tue, on ne garde pas des otages. En fait, ils avaient gardé, c'est pas vrai, ils n'avaient pas tué le chauffeur pour le renvoyer pour justement que lui raconte qu'est-ce qui s'était passé. Et là, c'est vraiment, là, je me disais, c'est Pas assez proche. c'est là. quelque chose, là. C'est quelque chose. Puis, tu sais, en Afghanistan, avec les mines antipersonnelles qui étaient sur le terrain, tu sais, en Colombie, sur la pirogue, j'aurais plein de choses à raconter, plein d'anecdotes. Et puis, je me disais, qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je faisais là? Puis, ça, c'est ma curiosité personnelle. Et je l'accepte et je l'assume. Malgré les risques qui peuvent Mais, arriver. oui, Parce que c'est comme plus fort que toi, c'est C'est- intrinsèque. Ça... je veux aller voir. Écoute, quand on m'a permis, tu sais, on m'a dit on va aller en Amazonie à la rencontre des Autochtones qui en ont contre une mine canadienne, tu sais, qui agit mal. Ouais, celle-là, là, aussi, je la trouvais. Je te trouve. Ouais. Tu Et frontes autour de la je tête. disais, hey, depuis le temps que je rêve, moi, d'aller en Amazonie, là, tu sais, c'est sûr que je vais aller en Amazonie malgré les difficultés physiques. Tu sais. Mais on va prendre tu sais, des moyens quand même pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans des guet-apens, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais en Amazonie, c'était plus la difficulté physique. C'était compliqué physiquement. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris beaucoup de risques et j'ai fait subir ça à mon fils. Et c'est ça, des fois, je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Comment se fait-il que j'ai accepté de faire ça et de faire subir ça à mon fils, la possibilité de perdre sa mère? Mais il y avait un très bon père. Oui, heureusement. Il y avait un très bon père. Mais est-ce qu'il t'en parle? Là, c'est ta perception, mais est-ce que lui a senti aussi, à un moment donné, en vieillissant, en se disant, hey, maman, là, il me semble que tu sais, Oui, il y c'est a un quelque moment. chose que- Il y a un moment, 2 moments, en fait. Évidemment, plus jeune, ben, je lui racontais où j'allais dans les pays parce que je voulais qu'il comprenne que lorsqu'on a un travail, c'est pas que pour le salaire. C'est sûr qu'on a besoin de sous là, tu sais, pour payer le loyer et tout, mais c'est avant tout parce qu'on aime ce qu'on fait. Alors, je racontais un peu, tu sais, les pays. D'ailleurs, il était très intéressé. Il s'intéressait à tous les pays, tout ce qui se passait et tout. Je disais pas tout, évidemment, mais je racontais beaucoup ce que j'étais pour faire. Et à un moment donné, j'ai dit, je m'en vais à New York, puis je vais rencontrer des gens, des itinérants à qui on montre comment faire la cuisine. Et c'était le World Trade Center. Alors, je devais ce matin-là aller filmer au moment où les avions sont rentrés dans les tours. Et ils ont été pendant des heures incommunicado. Ils ont eu très peur, mon conjoint de l'époque et mon fils, très peur d'avoir perdu la mère que j'étais, l'épouse que j'étais. C'est un hasard que je sois encore vivante là-dessus. En tout cas, ça, c'est autre chose. Mais à un moment donné, dans le fond, ce qui a fait le plus peur à mon fils, c'est pas lorsque j'allais à l'étranger parce qu'il n'était pas capable nécessairement de comprendre tous les dangers que je pouvais encourir, mais c'est ici même, ici, alors que j'enquêtais sur des policiers ripoux et que chez moi, on a vandalisé. On vandalisait. OK. On volait pas à la maison, on vandalisait. On a même déboulonné les roues de ma voiture. J'ai pris la voiture avec mon fils à bord pour aller une épluchette de blé d'Inde. Et puis, je comprenais pas ce qui se passait avec mes roues, Puis, je m'arrête pour réaliser que tous les boulons avaient été à moitié dévissés. Ils voulaient que je prenne le champ. Là, mon fils a eu peur. Puis, mon fils a eu un garde du corps un temps. Radio-Canada a payé un garde du corps. On a aussi installé un système de bris de vitre chez moi. Et là, on avertit avec Radio-Canada, puis avec deux autres journalistes, un réalisateur puis un caméraman qui avait des problèmes avec les policiers comme ça. Là, vous donnez un ordre de cesser ça, ou sinon on rend tout public.
on rend tout public. Il ne voulait pas qu'on enquête là-dessus. Qui exactement? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore aujourd'hui. Mais c'est à ce moment-là que mon fils m'a dit, peut-être, maman, que tu devais faire autre chose. Tu sais, fais rien contre l'armée. Parce que là, il n'y a personne qui va s'occuper de nous, ni la police de Montréal, qui voulait absolument... En tout cas, ni la police de Montréal, ni la Sûreté du Québec. Alors, fais rien contre l'armée, maman, parce que mon fils avait que 12 ans à ce moment-là. Tu sais. Alors, ça l'inquiétait beaucoup. Ici même, dans notre pays. Mais je lui disais, tu sais, ici, au Québec, au Canada, on ne tue pas les journalistes. On essaie de leur faire peur, c'est sûr. On peut leur faire peur, mais on ne les tue pas. Alors là, c'était dans le fond un cours sur tout la question du bullying. Ouais. Tu sais, toi, à l'école, Xavier, là, tu sais, s'il y a quelqu'un qui te bully, là, si tu acceptes, là, si tu baisses la tête, ça ne finira jamais. Ouais. Il faut que tu te tiennes debout, tu continues. Tu sais. Ouais. Mais cours de sociologie 101 à 12 ans, c'est un peu beaucoup, là, tu sais. Puis avec ce que tu vis, c'est ça, c'est intense. Mais il l'a sûrement réalisé. Ouais. Puis, tu sais, en fait, c'était une des questions, justement, je voulais savoir ici, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, tu voyais des injustices qui étaient, à l'étranger ou qui t'amenaient à l'étranger, mais beaucoup de trucs partaient d'ici. Est-ce que il y a une des enquêtes que tu as menées que tu as trouvée plus difficile, entre autres parce que tout à l'heure, tu disais qu'il faut que ça aille vite, mais des enquêtes, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais comment tu faisais? Puis, il y a un moment donné, je piaffe. Ça devait être... Je piaffe. Ça devait être... Il semble que ça marche. Tout marche sauf ce moment-là, des longues enquêtes. Non. Oui et non. C'est parce que moi, j'ai été journaliste aussi, journaliste aux nouvelles. Là, puis j'ai animé aussi des émissions. Mais ce que je voulais, c'est vraiment comprendre derrière ce qui se passait. Je crois pas les gens, ils racontent n'importe quoi. Là, je veux aller plus profondément. Je veux comprendre. Je veux aller voir les faits qui sont cachés, qu'on nous cache pour pas qu'on sache ce qui se passe exactement, comme dans le cas de SNC-Lavalin, ou bien dans des milieux qu'on ne voit pas parce que, justement, c'est trop compliqué, c'est trop difficile de se rendre. Ça, c'est ma curiosité intellectuelle. Je suis faite pour ça. Mais évidemment, je suis impatiente. Mais il faut que j'arrange ça. Et d'ailleurs, avant que je l'oublie, parce que dans la pré-entrevue, elle me disait, est-ce que ton fils t'en veut? Puis j'ai dit, jamais posé la question. J'ai posé la question à mon fils, est-ce que tu m'en veux pour tout ce que je t'ai fait subir dans les reportages? Il m'a dit, pas du tout. J'ai jamais pensé à ça, que je pouvais t'en vouloir. Non. Il dit pour autre chose, par exemple. On n'est pas obligé de discuter aujourd'hui, mais je pense qu'on en veut tous à nos parents à un moment donné. Oui, c'est ça. Mais il m'a dit pour ça, pas du tout. Tu vois, pas du tout. Mais des reportages difficiles, ça dépend à quel niveau. Moi, je serai toujours du côté des démunis, des vulnérables, certainement, toujours. Alors, faire un reportage sur SNC-Lavalin, en fait, et sur la corruption de certaines personnes au sein de SNC-Lavalin. Hein. Je ne dis pas que l'entreprise... Ouais. Et c'était compliqué parce que c'est quand même c'est un fleuron québécois, la SNC-Lavalin, mais ce sont certaines personnes qui étaient corrompues et qui donnaient des pots de vin pour obtenir des contrats. Et ça m'a emmené effectivement en Libye, en Tunisie, en Algérie. C'était génial de pouvoir aller jusque-là et poser des questions. Et de le remettre sur le nez que il y avait de la corruption jusqu'ici au Québec pour des choses qu'il faisait ici au Québec, entre autres, la réfection du pont Jacques-Cartier. Ouais. Mais faire des reportages comme ça, qui sont difficiles peut-être intellectuellement, puis il faut aller chercher dans les fonds, puis confronter les gens, obtenir des sources, je trouve ça un peu rafraîchissant. Je disais toujours à mon patron, moi, les questions fiscales ou financières, donne-moi-en parce qu'ils me font pas pleurer. Ouais. Mais lorsqu'on fait des reportages sur des femmes qui racontent l'inceste, la violence conjugale, les enfants disparus, c'est très difficile émotionnellement. Et c'est difficile parce qu'on n'est pas équipés, les journalistes, pour faire face à ça. Parce qu'à partir du moment où les gens nous racontent leur malheur, puis qu'on ferme la caméra ou le micro, ces personnes-là continuent à vivre des drames. Et ils demandent de l'aide. Et quelle aide puis-je leur apporter, moi, comme journaliste? Je peux les mettre en contact. Alors, j'ai fait les mettre en contact avec des avocats qui acceptaient de travailler pro bono ou avec des psychologues. Mais ça reste, tout ça, tout ce qu'on entend demeure dans notre tête et dans notre corps. Je crois sincèrement, dans notre corps, dans notre cœur. Et il faut prendre les moyens pour persévérer, être la voix de ces personnes-là, mais ne pas céder à la fatigue émotionnelle.
Et ça, c'est difficile. Ça a l'air simple à dire, là, mais c'est difficile. Parce que lorsqu'on met un reportage, je ne sais pas, un reportage sur les agressions sexuelles qui étaient commises par des Oblats, là, moi, le service juridique de Radio-Canada me disait es-tu certaine? As-tu assez de preuves pour qu'on aille en onde avec ça? Et là, il fallait donc que je multiplie les contacts et les personnes qui me le racontent. Et je leur demande êtes-vous prêt à venir au procès si jamais je suis poursuivie? Est-ce que vous allez venir témoigner, même si vous ne voulez pas que ça soit à la télé ou à la radio? C'est quelque chose parce que là, on cumule toutes ces histoires terribles, noires. Et ça reste cette noirceur-là. Et quand je regardais un peu les reportages, puis je revoyais certains que tu avais faits, lorsque justement il y a un homme qui est dans la voiture, puis il dit écoute, juste de regarder, je me dis mais comment elle fait? Moi, je me serais fort. J'aurais de la difficulté à être fort à ce moment-là parce que je voyais dans un petit regard, juste détourner un peu son visage, puis on sentait toute la douleur après toutes ces années-là. Puis je me suis dit... Et l'autre que j'ai vu, c'est celui dans le cimetière avec les femmes qui vont rechercher leurs enfants. Je me disais, c'est difficile. Je ne peux même pas imaginer ce que j'aurais été capable de faire. J'ai de l'empathie, mais mon Dieu, il me semble que Et ça m'aurait, c'est ça, ça m'aurait rentré. Ça nous rentre dedans, sauf que ces personnes-là qui nous racontent leur malheur, puis tu parles de Alex, là. Alex je le vois, j'ai encore parlé hier. Oui, absolument. Alex, ça va demeurer quelqu'un qui va rester dans ma vie parce qu'il a eu le courage de parler. Alex qui raconte comment il avait été agressé sexuellement alors qu'il était tout petit, il avait 5-6 ans, puis qu'il avait encore la difficulté, homme fait, à en parler. Oui, tu te souviens, c'est très fort, cette image-là. Puis il me disait, je ne suis pas capable de débarquer, Anne. Je ne suis pas capable de débarquer. C'est la scène, c'est ça, c'était... absolument, mais il n'y a pas besoin de ma peine. Il n'y a pas besoin de mes larmes, lui, à ce moment-là. Il est dans sa douleur. Il n'y a pas besoin que je manifeste la mienne. Il faut que je reste debout. Il faut que je reste debout pour être la voix de ces personnes-là. Ils ont accepté de me parler. En général, même très souvent, ils ont voulu me parler. Ils m'ont choisi pour parler. Alors, ils n'ont pas besoin de ma douleur. Ils ont besoin que je reste debout, qu'ils sentent mon empathie, mais quand même, mais que je reste debout. Et ce qui me tient debout, c'est de voir que ces personnes-là, à partir du moment où ils ont parlé de l'agression sexuelle, qu'ils ont parlé de la douleur d'avoir perdu leurs enfants, cessent d'être des victimes et deviennent des survivants. C'est vraiment ce que j'ai senti. Ils ont osé parler et dire... Et puis Alex avait beaucoup de difficultés avec ça. Il disait toujours, c'est de ma faute, je suis retourné voir le prêtre, j'aurais pas dû. Oui. Alors, il a arrêté d'être une victime, puis il a réalisé, non, je suis pas le seul. C'était pas de ma faute. Et d'autres personnes ont vécu les mêmes choses aux mains de ce même prêtre, de ce même missionnaire. Alors, il devient un survivant, il passe à une autre étape. Et là, il fait partie d'un recours collectif contre les Oblats. C'est ça, je t'ai pour dire, mais c'est ça, par la suite, je ne peux pas imaginer... C'est sûr, c'est chez moi que je pleure. C'est chez moi que je pleure, puis il faut trouver des moyens pour évacuer ça, pour continuer. Et moi, mon moyen, c'est d'aller justement aller chercher mes petits-enfants pour aller jouer dehors, parce qu'ils sont dans la spontanéité, ils sont dans la quotidienneté, ils sont dans la joie, ils sont contents de voir Baba. On m'appelle Baba. Moi, je suis Baba, je ne suis pas grand-maman. Qui est le diminutif de Babouchka, Babcha en russe, Baba. Alors, tu sais, je vais aller chercher, on va jouer dehors, on fait quelque chose. Et là, tu sais, je me dis, quelle chance j'ai, moi, d'avoir des petits-enfants qui sont en santé, qui sont vivants, qui sont en santé, qui peuvent venir me voir, visiter, jouer avec moi. Tu es fière de ce rôle de grand-mère. Ah, absolument. J'ai l'impression, quand je t'entends, puis ça fait beaucoup penser justement à toutes les communautés autochtones, l'aîné qui est comme tellement important dans la famille, dans la communauté. Puis je pense qu'il doit y avoir quelque chose, parce que tu t'intéresses, entre autres, aux communauté Innu depuis les années 70, je crois, où tu as étudié avec... Tu réalises-tu, ça fait 50 ans? 50 ans. Et moi, je suis né en 77, là, tu sais. Oui, c'est ça. Et là où tu me disais que tu as eu la chance d'avoir une professeure incroyable qui est Joséphine Bacon, qui est ma poète préférée, qui est pour moi un être humain comme extraordinaire. Donc, est-ce que tu crois que ça a beaucoup aussi... ça finit par influencer toute cette proximité que tu as eue avec les communautés autochtones? Est-ce que c'est venu changer un peu une partie de toi? Ah, totalement. Moi, j'aurais pas eu d'enfant si je n'avais pas connu les Inuits. C'est incroyable, hein? On parle d'amour des enfants, puis ils perdent la trace. L'amour des enfants, la façon dont on les élevait,
Je leur ai dit, moi, j'aurais pas eu d'enfants sinon. J'ai eu des enfants, j'ai eu un fils, un seul fils, mais parce que je vous ai connu, vous, j'ai vu ce que c'était. Et maintenant que je suis une grand-mère de plusieurs petits-enfants à cause de ma nouvelle famille, que je suis une koukoum, comme ils disent en Innu, puis en Anishinaabe aussi, euh, c'est important pour moi. Il y a comme différentes étapes là-dedans, mais moi, je le dis, c'est important pour les Premières Nations quand moi je dis je suis une koukoum. Des gens, ils réalisent que Coucou, j'ai ça un veut dire certain... grand-maman? Grand-maman. OK. Je suis une koukoum. Donc, j'ai un certain âge, un certain bagage de vie, une certaine expérience. Et je suis respectée. Je suis respectée dans les communautés, chez les Premières Nations, parce que je suis une grand-mère. Et lorsque je donne des conférences ici au Québec, aux Allochtones, aux Québécois, je leur dis, vous savez, en général, on se dit pas vieille, on n'aime pas ça, dire qu'on est vieux. Mais moi, je veux le dire, quand on est vieux, c'est bien accepté chez les Inuits. Alors, je vais vous le dire, moi, je suis une koukoum. Et je le dis quand je rencontre des Autochtones qui me connaissent moins, une des premières choses, je dis, moi, je suis une koukoum. Puis là, on dit, ah oui, t'en as combien? Tu sais, là, j'en ai pas mal, moi, là. J'en ai pas mal, j'en ai 9. 9? OK. Et ça, c'est un des aspects, et le fait que j'aurais pas eu d'enfant. Et lorsque ma première petite fille est née, c'était une époque de ma vie où j'étais divorcée, où je vivais seule. Et au Québec, c'est extraordinaire. Une femme peut vivre seule. J'étais autonome, j'avais Ouais. tout ce qu'il fallait. Bon, j'avais des sous, j'avais un salaire, j'avais un métier que j'adorais, une maison. Et je vivais seule, mais je disais, oh là là, par contre, je m'en vais dans une petite vie où je ne pense qu'à moi. Et la petite fille qui est née à ce moment-là était pour moi une fenêtre qui s'est ouverte sur la vie. Une fenêtre vraiment sur l'avenir, sur la vie. J'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir une petite fille. Et après ça, les petits-enfants, ben, j'ai pas à les élever, j'ai juste à les gâter. C'est extraordinaire. C'est Je pense que tous extraordinaire. mes parents aussi aiment bien leurs petits-enfants. C'est le Ouais, fun. ouais, ouais. Quand justement, avec Joséphine Bacon, j'avais eu la chance de faire un entretien il y a peut-être 2 ans, puis toute la notion de mort aussi dans les cultures autochtones qui est quand même assez différente. Comment je dirais, on traite les personnes aînées ici. Est-ce qu'à un moment donné, moi, souvent, ça me fait comme, mon Dieu, on aurait des choses à apprendre. Tu sais, quand on regarde avec Ouais. l'environnement, avec tout ça, c'est comme on arrivait ici Ouais. avec... avec des conquêtes. Au Pérou, je reviens du Pérou, c'est la même chose qu'on a fait au peuple autochtone. Et on dirait qu'on n'a rien appris. Il y avait tellement de sagesse à apprendre, puis on dirait qu'on revient, nous, on place nos aînés. Mon copain est tunisien, puis il me dit, moi, quand je suis arrivé au Québec, l'affaire qui m'a le plus frappé, vous mettez vos parents dans des maisons. Tu sais, est-ce qu'il y a des choses comme ça, tu te dis, genre, il faudrait là, qu'on réfléchisse collectivement à avoir, avoir des changements plus profonds, puis de s'inspirer Ouais. des générations qui étaient avant nous aussi. Ben, on a beaucoup méprisé les Premières Nations, et c'est certain que dans les sociétés actuelles, dans les communautés, il y a des graves problèmes sociaux. Tu sais. Ouais. On n'est quand même pas pour dire qu'il n'y a pas de problème d'alcoolisme, puis qu'il n'y a pas de problème d'inceste. Mais il y a fondamentalement chez eux un très grand amour des enfants et un très grand respect des aînés. Et ça, faudrait les voir comment ils agissent avec leurs enfants, comment ils agissent avec leurs personnes âgées. Ça, les aînés, c'est extrêmement important pour eux. Ils sont extrêmement respectueux. Et ça m'amuse quand je vais dans les communautés, justement, d'être vieille. Ce qui m'impressionne, moi, ce qui m'impressionne chez les Premières Nations, c'est peut-être quelque chose dont on a moins parlé, parce qu'on parle souvent, moi je parle souvent du rire des Premières Nations, le rire médecine chez eux, bon, le respect des aînés, évidemment, toute la question du temps qui est différent, là, comment on voit le temps. Mais ils ont une très grande, je ne sais pas comment appeler ça, il y a une collectivité. Alors, si quelqu'un a de la difficulté dans la communauté, les gens vont l'aider. Ils ne vont pas le repousser. Même si c'est quelqu'un qui a pas toujours été gentil, qui a fait des choses incorrectes, ils vont pas le repousser, ils vont l'aider. Les gens vont se cotiser pour pouvoir enterrer un des leurs. Tu sais, vraiment, là, c'est une question de toute la communauté qui va s'y mettre. Et ils vont faire des jeux ou cuisiner pour vendre ça, pour ramasser des sous, pour permettre d'enterrer dignement une personne. Ils font encore des expositions, eux autres. Et puis enterrer dignement, s'entraider si quelqu'un doit se rendre à Montréal. Dernièrement, il y avait quelqu'un de Ouachat, Maliotenam, qui devait venir à Montréal voir sa fille qui devait se faire opérer ici. Bien, ils sont cotisés pour l'aider, trouver un logement, trouver ici. Une entraide
qui a probablement existé dans nos villages québécois il y a quelques générations et qu'on a perdu, évidemment qu'on a perdu dans les grandes villes. Et ça reste encore chez les communautés autochtones. Et ça m'impressionne. Ben, c'est absolument admirable et impressionnant. Puis beaucoup, j'ai la chance de travailler avec Dr. Julien, puis beaucoup de la pédiatrie sociale en communauté, c'est beaucoup d'inspiration qui viennent de ce qui se passe dans les communautés autochtones, comment on prend soin de l'enfant. Et c'est phénoménal tout ce qu'on peut apprendre. J'aurais aimé que tu nous parles un peu plus de ce que tu fais là, concrètement avec Awashak. Donc, c'est l'organisation qui est une organisation, je pense, qui n'est pas enregistrée. Aussi. Elle est enregistrée, finalement, oui. ça. Okay, c'est une OSBL, c'est OK. enregistré au registre des entreprises, absolument, là, à Awashak, Petits êtres de lumière. Petits êtres de lumière. Et la mission, et qu'est-ce que tu fais exactement pour les aider? C'est parce qu'Awashak existe parce que les familles d'enfants autochtones disparus avaient décidé de s'associer pour faire pression sur le gouvernement, pour obtenir justement des informations concernant leurs enfants. Et ça a donné lieu à une loi. Alors, le premier travail pour moi, ça a été de faire comprendre aux ministres qu'on ne pouvait pas entrer dans les communautés et leur faire entendre qu'après avoir perdu des enfants au sein d'institutions québécoises, que ce soit des pensionnats ou des hôpitaux, pour les sanatoriums, pour eux, c'est toutes des affaires de blancs, ils étaient pour appeler des fonctionnaires à Québec parce qu'il y avait une loi québécoise qui leur permettrait de trouver des enfants. Je disais, on a un gros problème de confiance. C'est impossible. Vous allez avoir quelques appels, mais c'est tout. Et il a été assez intelligent pour comprendre ça. Et ça a été imposé politiquement, quand même, sur l'administration. L'administration, dans un ministère, il y a des fonctionnaires, il y a une administration et tout ça. Mais là, il a compris que, donc, il fallait travailler avec une OSBL. Et ça, pour le gouvernement, c'est un tremblement de terre. Que le ministère travaille avec une OSBL qui est Awashak, et en plus, à leur rythme, c'était quelque chose. Je disais, Awashak va aller dans les communautés raconter la loi 79, va aller leur dire, nous avons suivi les travaux, on est d'accord avec la loi. Nous aussi, on a perdu des enfants, on sait ce que c'est. Et donc, c'est la meilleure clé pour que les gens aient confiance en une loi québécoise. Plus que ça, je dis, les familles vont donner une procuration à Awashak, pas aux fonctionnaires, là, à Awashak. Parce que la question de confiance réglée, il y a une question de transparence. Parce que les gens me disaient, ouais, mais tu sais, les fonctionnaires, ils vont cacher des choses, tu sais, ils vont protéger les hôpitaux, voir s'ils vont tout nous dire. Mais Awashak a la procuration. Elle travaille avec le ministère. Awashak travaille avec le ministère des Premières Nations, des relations avec les Premières Nations et les Inuits, avec une direction de soutien aux familles. Mais elle sait tout ce qui est envoyé comme demande. Elle sait tout ce qui est reçu aussi. Donc, il n'y a rien de caché. On ouvre tous les tiroirs. Ils ouvrent les tiroirs ensemble, Awashak et le ministère, en utilisant la loi, bien sûr, qui ouvre les archives médicales et les archives religieuses. Alors, tout ce qui est trouvé, Awashak le sait et peut dire aux familles, oui, ce qu'on vous remet comme information, c'est tout ce qu'on a trouvé. Des fois, on ne trouve pas tout ce qu'il faut. Des fois, il y a des choses qui ont été détruites, mais tout ce qu'on a trouvé, vous l'avez. Il n'y a rien qui est caché. Donc, une question de confiance, une question de transparence. Ça a été le travail d'imposer ça. Ça fonctionne bien pour le moment, mais c'est fragile, hein? C'est pas dans la loi, ça. Il suffit d'un changement de gouvernement pour que les choses changent. Bon. Alors, Awashak doit continuer à être plus fort. Ils ont des employés, ils ont besoin d'un site web, ils ont besoin d'une bannière, ils ont besoin de ce type d'aide. Et c'est ce que je fais pour le moment. Continuer aussi à ouvrir des portes. Awashak est constitué des familles. C'est des membres. Les membres d'Awashak, c'est les familles qui ont perdu des enfants. Et là, je suis en train de les aider à organiser leur première assemblée générale. Et je suis en train de les aider aussi à ouvrir des portes chez les Cris, les Inuits. Parce que pour le moment, Awashak, ce sont essentiellement des Inuits, des Atikamekw qui sont là, des Anishinabés, dont la seconde langue est le français. On est en train d'introduire des Cris dans ça, dont la seconde langue est l'anglais. Parce que... c'est ça. Alors, comme je suis bilingue, je peux ouvrir des portes chez les Cris, chez les Inuits. Alors, il y a des choses qui ont été faites chez les Cris. Je me suis rendue rencontrer des chefs. Alors, ce genre de travail qui est plus souterrain, qui n'est pas devant le public, qui est plus souterrain, mais pour aider Awashak à continuer à grandir et à être fort. Puis, on a parlé beaucoup depuis les dernières années de vérité et réconciliation. De ton point de vue à toi, on en est où dans tout ça? Là? On est loin de la réconciliation, Pascal. Non, mais on est dans la réparation.
Et c'est pas rien. Il faut la réparation avant la réconciliation. Il faut commencer par entendre ce qui s'est passé, que ce soit les agressions sexuelles, que ce soit les enfants qui sont placés dans les familles d'accueil avec la DPJ, que ce soit les enfants disparus dans les hôpitaux. Toute la question aussi du principe de Joyce, là, d'être bien reçu dans des hôpitaux. Bon, là, on est en train de réparer les choses. Et il faut faire ça avant de parler de réconciliation. Mais les familles sont trop atteintes à l'heure actuelle pour dire « oui, je suis prête à me réconcilier ». C'est facile de trouver une famille où il y a des enfants qui ont été au pensionnat avec tout ce qu'il y a eu là, qui ont été agressés sexuellement ou qui ont été agressés par le missionnaire à l'intérieur même de la communauté, dans la famille, il y a quelqu'un qui a été placé en famille d'accueil, il y a une mère qui a perdu des enfants. Ces familles-là ne sont pas sereines, là. Elles ne sont pas prêtes à la réconciliation. Elles sont maintenant prêtes à entendre qu'il y a des alliés parmi les Québécois et qu'il peut y avoir réparation pour cheminer ensemble. Ça, il y a quand même beaucoup de chemin qui a été fait. Le vent a changé de bord. Puis je pense que surtout dans le mouvement de la communauté noire aux États-Unis, on a beaucoup parlé du poids, entre autres de l'esclavage, comment de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, il reste toujours que ce poids-là qui est là. Oui. Puis je pense que beaucoup des commentaires qu'on entend, puis je pense qu'il y a beaucoup aussi de Québécois, Québécoises qui veulent faire mieux, puis qui comprennent, puis je pense qu'on s'est jamais autant intéressé quand même à l'autre, à vouloir les comprendre, à essayer de faire sa part. Mais je pense que cette notion-là de comprendre c'est quoi le poids de génération à génération à se faire enlever ses territoires, à perdre des droits, à perdre des enfants, et que ça se transmet dans... C'est pas... Ça a été prouvé, il y a eu plein d'études justement aux États-Unis qui ont été faites là-dessus, où c'est des traumatismes qui restent et qui se transmettent de génération. Donc, ça prend du temps avant d'être capable de sortir de ça. Là. C'est pas juste, il devrait être... Non, ça marque pour des générations et on peut pas savoir jusqu'où ça peut se rendre. C'est transmis dans la pensée, dans la façon d'être, mais aussi physiquement, semble-t-il. Moi, il faut que je dise un peu plus, mais c'est même c'est ça qu'on disait. Physiquement, ça a été transmis dans les cellules, la peur de l'autre, de ne pas faire confiance aux Blancs, aux Allochtones, aux Québécois, appelle-le comme tu voudras. Là. C'est transmis vraiment d'une génération à l'autre. Alors, tu sais, on rencontre quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui, là. Lui, il a vécu, s'il n'a pas vécu le pensionnat, ses parents l'ont vécu. Les parents ont perdu la langue, ils sont en train de le réapproprier, ils vont plus à la chasse, ou certains vont à la chasse, mais les territoires sont même plus disponibles. Il y a des ZEC, il y a des camps où il y a eu de la coupe forestière. Écoute, les traumatismes sont encore très grands aujourd'hui. Et c'est pour ça que je te dis, les familles ne sont pas sereines. Moi, ceux que je connais, ce sont ceux qui sont dans les villages plus nordiques. Je ne parle pas de Ganawagé ou Wendake. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui s'est passé là, mais les gens que je connais, ce sont plus dans les communautés davantage nordiques et éloignées. Et vivent encore des tas de problèmes. Alors on dit, ah oui, Joyce Echaquan, mais c'était un cas. Mais non, je connais un homme de la même communauté qui, à cause de Joyce Echaquan, ne s'est pas rendu à l'hôpital. Et puis, il est mort seul dans sa maison d'une appendicite qui a dégénéré. Quelqu'un qui parle bien français, mais qui dit je vais à l'hôpital, ils vont me renvoyer, ils vont me dire que j'ai rien. Encore aujourd'hui, cet homme-là est décédé il y a 1 an. Puis il a fallu que j'intervienne moi-même pour ma famille à cette île auprès de médecins pour dire non, mais est-ce qu'on peut bien s'occuper de cet enfant-là? Il y a du racisme. Il y a du racisme encore aujourd'hui. Du racisme systémique. Ça me gêne pas de parler de racisme systémique. Non, mais ça, moi, au moment où j'étais comme conseillère, j'avais dit au ministre, écoutez, si je ne dirais pas le contraire de ce que j'ai déjà dit et de ce que je pense, il y a du racisme systémique. Et on sait que la CAQ ne veut pas l'admettre. Mais j'ai dit, moi, si on me pose la question, je vais dire ce que je pense. J'ai aucun problème avec ça. Et c'est ce qui fait que j'ai accepté d'être la conseillère, pour un ministre de la CAQ, parce que je me disais, il veut pas me neutraliser. Qui est formidable. Avant qu'on se laisse, j'avais une question, parce que beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Puis toi, je pense que ce que tu as fait pour beaucoup de communautés, puis que ce soit celle-ci, puis plein d'autres communautés, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire notre part pour la réparation? Comme... Souvent, les gens se demandent concrètement, qu'est-ce que peut faire? Il y a la journée, nous, on l'offre à nos employés, puis là, on fait des lectures, on propose mais souvent, les gens se demandent qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, un petit geste ou quelque chose qui va... Qu'est-ce que tu recommanderais? La première chose, c'est de s'informer. C'est de s'informer correctement, aller vers les bonnes sources pour avoir la véritable information. Là. Ça, c'est la première des choses. Véritable information. En tout cas, d'avoir des informations diverses. Première chose, s'informer. Deuxième chose, c'est aller à la rencontre.
ce ne sont pas eux qui vont venir à la rencontre. C'est pas eux. C'est pas les membres des communautés qui vont venir à la rencontre des Allochtones. Donc, c'est à nous d'aller à leur rencontre. Et c'est un effort, ça, c'est clair. Mais là, ça peut être un individu qui va à la rencontre, qui va visiter, puis qui prend la peine de rester, puis de rencontrer, d'aller à des powwows. Mais quand ce sont des organisations, ça peut être aussi des gestes concrets. Moi, je dis à un syndicat, prenez contact avec une des communautés puis demandez de quoi ils ont besoin. Peut-être qu'ils auraient besoin, parce que c'était des cols bleus, là. Okay. Peut-être qu'ils auraient besoin de certaines choses dans la communauté que vous pourriez faire, tu sais. Alors, dépendamment, tu sais, si vous faites partie d'une association, il y a une association, il y a des vétérinaires qui actuellement vont dans les communautés s'occuper des chiens, donner des soins. Puis il y a beaucoup de chiens errants, malheureusement. Alors, tu sais, c'est une association, on peut aller à la rencontre en disant mais de quoi avez-vous besoin? Il faut le demander. Il ne faut pas arriver en disant « je vais faire ça pour vous ». Et j'ai la solution. Et j'ai la solution. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Bon, à titre individuel, c'est d'aller à la rencontre, de prendre le temps d'aller dans les communautés, de s'arrêter au musée, de s'arrêter au café du village. Moi, je dis, allez, si vous voulez rencontrer vraiment les gens ordinaires de la communauté, il y a toujours un restaurant où on peut aller manger une poutine, ce que je déteste, mais une frite ou un café, tu sais. Puis de rester là tout un après-midi, tu sais. Puis là, les gens vont vous regarder, vont dire « Ah, t'es qui, toi? » Ils vont me dire « Tu fais quoi? » Tu sais. « Ah, ben moi, puis peut-être faire des amis à ce moment-là, puis qui vont vous emmener faire le tour du village. » Je trouve que ce lieu-là, quand il n'y a pas un musée ou qu'il n'y a pas un événement comme tel, ce lieu-là, ce Greasy Spoon dans les communautés, est un lieu magique. Mais des fois, il y a des très bonnes soupes aussi. Mais c'est parce que je leur disais, pourquoi je me souviens d'avoir dit chez les Atikamekw, pourquoi vous ne vous offrez pas du doré ou de l'orignal? D'ailleurs, ça leur est interdit, d'après nos normes québécoises, d'offrir la viande sauvage. Mais pourquoi vous offrez pas ça? Pourquoi des frites? Il me dit, oui, mais on a tous ça chez nous. On vient ici pour une frite ou une pizza qu'on ne fait pas à la maison. Je dis, ah oui, effectivement. V'là dans les dents, voilà, Panasok, tu sais, t'es allé trop vite, tu sais. Non, mais c'est ça. Mais, et avoir de l'humour quand on va dans ces communautés-là. Il faut avoir de l'humour, il faut rire de soi parce qu'on est très risible. Absolument. En tout cas, comme journaliste, on est souvent risible dans les communautés. On est tous risibles, c'est certain. En ce sens, si tu avais la chance d'avoir une conversation comme on vient d'avoir à voix haute, on parle de tout, avec une personne qui existe, soit dans la fiction, dans la vraie vie, qui est là ou qui n'est plus là, s'arrêter avec qui tu aurais aimé t'entretenir pour pouvoir poser toutes les questions que tu veux. Moi, je t'ai choisi, fait que là, faut que tu le trouves. Non, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais rencontrer. Là. À ta minute, tu m'obliges à faire un choix, puis c'est difficile. Une des personnes que tu as. La première qui te vient, tu sais. Non, mais je me suis tellement ennuyée de Rémi Savard ces derniers temps, qui a été mon directeur de thèse. C'est un anthropologue qui est décédé, puis qui a beaucoup connu les Inuits. Puis des fois, j'aurais aimé ça de pouvoir confronter certaines idées ou partager avec lui des questionnements que j'avais. Je me suis tellement ennuyée de Rémi Savard. Puis beaucoup. Puis je me disais, bon, c'est vrai, c'est moi qui ai rendu la vieille, là, puis qui est supposée d'avoir la sagesse. Puis dans le fond, j'ai pas toujours la sagesse que je voudrais. Puis j'aurais aimé que quelqu'un de plus âgé que moi puisse m'aider. Puis ils sont tous décédés, là, tu sais, Serge Bouchard, José Maillot, Sylvie Vincent, Rémi Savard. Là, je dis, bon, il reste qui? Il reste qui? Ben, il reste toi, en tout cas. Non, mais je veux répondre à ta question, mais j'essaie de choisir dans toutes les personnes, tu sais. Mais c'est déjà ceux que tu nous as parlé, ben, je pense que c'est sûr. Même s'ils sont plus là. Ils sont plus là. Mais quand même. Plus là. Et puis, Mathieu André, écoute, c'est peut-être un peu étrange que je vais te raconter. Mathieu André a été un chef traditionnel chez les Inuits. Ouachat, Matimécoche, tu sais, son territoire allait jusqu'à Shefferville. Et c'est un homme, je l'ai rencontré. C'est une pièce d'homme physiquement, mais aussi dans sa pensée. Et il ne parlait pas vraiment français. Puis j'aimerais ça, il est décédé malheureusement. J'aurais tellement de questions à lui poser sur le passage justement de la tradition. Tu sais, les Autochtones ne peuvent pas être ce qu'ils étaient il y a 100 ans. Tu sais, les Québécois ne sont pas ce qu'on était tu sais, il y a 100 ans. Là, on n'est plus sur les fermes tu sais, à se promener à cheval. Là. Les Autochtones vont changer, ils sont beaucoup plus modernes. Alors, il y avait une vision, Mathieu André, puis j'aurais aimé ça pouvoir le questionner, cet homme-là, un peu plus sur le passage du temps, parce qu'il avait eu l'intelligence de dire je vais envoyer certains de mes enfants étudier. Il disait, un de ses fils qui était pas vraiment bon sage-sœur, il disait, celui-là, il va aller à l'école. Lui, il va, tu sais, bon, effectivement. Il y avait une vision, Mathieu André, puis j'aurais aimé ça, le questionner davantage.
Merci tellement, Anne. C'est un pur bonheur d'après toutes ces années à te regarder à la télé, suivre tes reportages. C'est vraiment, vraiment un grand privilège. Puis je te pense- remercie d'avoir accepté Ben, ça l'invitation. me fait plaisir. Ça me Oui. fait plaisir. Merci, Puis à Chianesco, bientôt. maintenant. Oui, et à bientôt.